Bonjour à tous, chers téléspectateurs de TV Liberté, et bienvenue dans le numéro 512 d'Immédiat, l'émission de décryptage des médias. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Lucas. Aujourd'hui, dans l'image de la semaine, nous revenons sur les manifestations anti-immigration en Angleterre et l'emprisonnement de Tommy Robinson. Le dossier du jour, quant à lui, sera consacré à la dernière ligne droite avant les élections américaines et la propagande médiatique qui se déchaîne contre Donald Trump. Les pastilles de l'info ne seront pas oubliées, le portrait piquant sera consacré à Caroline Fourest. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos proches, de vous abonner à TV Liberté et à l'infolettre disponible sur tvl.fr. C'est parti pour le Immédiat numéro 512. Image de la semaine, manifestation massive en Angleterre. Regardez ces images. Alors, vous n'en avez certainement pas entendu parler dans nos médias. Et en réalité, ces manifestants répondaient à l'appel de Tommy Robinson. Et dans le traitement médiatique, Tommy Robinson, il est qualifié par Le Monde et 20 minutes comme activiste d'extrême droite, par Ouest France de militant d'extrême droite. Alors on a le JDD ici qui a un traitement un peu plus neutre, qui dit des milliers de manifestants anti-immigration défilent pour la libération de Tommy Robinson. Jean-Yves, pouvez-vous nous expliquer qui est Tommy Robinson et pourquoi il a été emprisonné? Alors, je crois d'abord que le titre du JDD est juste. Des milliers, pas tout à fait juste d'ailleurs, des milliers de manifestants anti-immigration défilent pour la libération de Tommy Robinson. D'abord, c'est pas des milliers de manifestants, c'est des dizaines de milliers de manifestants. Et tous les médias, on voit les images. Sur les images, on voit si vous avez quelques centaines de manifestants, quelques milliers de manifestants ou quelques dizaines de milliers de manifestants. Certains parlent même de plusieurs centaines de milliers, mais ça, je crois que c'est exagéré. Voilà. Donc, il y a déjà une minoration de fait. Mais le JDD est relativement exact, puisqu'il parle de manifestants anti-immigration. C'est exact, ce sont des manifestants anti-immigration. Et des dizaines de milliers de manifestants anti-immigration dans une ville européenne, c'est important. Et pour la libération de Tommy Robinson. Alors, qui est Tommy Robinson? C'est un nationaliste britannique assez classique, mais qui a posé très tôt la question de l'islamisation de la Grande-Bretagne. On sait qu'elle est extrêmement forte, avec une présence de la charia forte dans beaucoup de villes. Pakistanais notamment. Pakistanais, bien sûr. Et il y a eu aussi des viols en série par des gangs pakistanais, des viols commis sur des jeunes filles anglaises, ce qu'a dénoncé Tommy Robinson. Alors pourquoi il est en prison? Parce que ça, les médias ne précisent pas, n'éclaircissent pas pourquoi il est en prison. 18 mois de prison pour délit d'opinion. 18 mois de prison pour délit d'opinion. Voilà. C'est un petit goulag britannique, hein. C'est pas autre chose. Pourquoi le délit d'opinion, c'est quoi? C'est d'avoir dénoncé dans une vidéo YouTube un islamiste. Le tribunal anglais l'a condamné pour cela et il n'a pas cédé, il n'a pas retiré la vidéo. Il est en prison pour délit d'opinion. Plus grave encore dans la responsabilité du système politico-médiatique, comme le relève Damien Rieu, le Premier ministre aurait caché que le tueur de Southport, qui a massacré 3 petites filles, était en fait un terroriste, et quand BFM TV désinformait et expliquait que le tueur n'avait rien à voir avec quelque chose de religieux. Le jeune homme qui a assassiné ses enfants et qui en a blessé d'autres et des adultes, il est né à Cardiff, donc dans le pays de Galles, de parents rwandais, qui est un pays catholique, donc ça n'a rien à voir avec quelque chose de religieux. Jean-Yves, une réaction? Alors d'abord, cette journaliste, il faut savoir qui c'est, Anne-Elisabeth Moutet, c'est une journaliste
internationale, elle travaille pas mal pour la presse britannique, elle travaille aussi beaucoup pour le service public français, elle est d'idéologie néoconservatrice, et donc elle porte la parole officielle. Là, en l'occurrence, elle portait la parole officielle, la parole du gouvernement britannique, qui a essayé de camoufler le fait, un, que c'était un musulman, et deux, non seulement un musulman, mais qu'il avait chez lui tout le mode d'emploi des terroristes islamistes. Et en toute impunité, on a le député Antifa Raphaël Arnaud appelle quant à lui à demi-mot à s'en prendre physiquement aux manifestants patriotes anglais. J'arrive à un commentaire sur cette menace à peine voilée par un député français. Le commentaire, c'est quand même assez étrange que le gouvernement britannique ait laissé passer cet activiste. Qui vient quand même semer un peu la perturbation dans les rues de Londres. Mais c'est vrai que ça sert le gouvernement britannique, puisque le gouvernement britannique fait feu de tout bois contre ceux qui s'opposent à l'immigration. Antifa, opposition contrôlée. Oui. Ce sont les complices du système. Après avoir étudié ce qui se passe en ce moment en Angleterre, partons outre-Atlantique, le réveil des peuples là aussi, place au dossier du jour avec les élections états-uniennes et la dernière ligne droite. Donald Trump, dernière ligne droite avant les élections américaines. Durant la semaine qui vient de s'écouler, un moment politique fort a eu lieu, c'est le meeting de New York de Donald Trump, où ont défilé les soutiens influents, Musk, J.C. Vance, ou encore Kennedy, qui a eu des propos très pertinents. Today's Democratic Party is the party of war. It's the party of the CIA. You had Kamala Harris giving a speech at the Democratic Convention that was written by neocons. Aujourd'hui, le Parti démocrate est le parti de la guerre, le parti de la CIA. Le discours de Kamala Harris sont écrits par les néoconservateurs, nous dit Kennedy. Sur le traitement médiatique du meeting de New York, on a quelques réactions. On a ce journaliste de Télérama, par exemple. Il faut lire le récit du meeting de Trump au Madison Square. Tout ici exude une violence proto-fasciste, à mi-chemin entre un combat de catch scripté et le complot contre l'Amérique. Et justement, Télérama nous propose ce reportage qu'on voudrait voir ce mardi soir sur la chaîne LCI et dont voici le synopsis. Écoutez. Et si les États-Unis vivaient leur dernière année de démocratie? La question est moins folle qu'il n'y paraît. Donald Trump se prépare à reprendre la Maison-Blanche avec un programme plus extrême encore que lors de son premier mandat. Alors il faut avouer quand même, il faut la saluer, qu'on a une journaliste qui a été plutôt objective. Il s'agit de Laurence Haïm. Et Laurence Haïm est l'une des seules journalistes françaises objectives, car on voit que les autres journalistes sont un peu déchaînés. Quelle est la différence d'ailleurs entre Laurence Haïm et les autres? Elle est là-bas. Elle est là-bas, elle suit c'est une journaliste qui a fait la campagne de Macron en 2017, donc elle est plutôt dans le politiquement correct, mais elle fait un travail honnête, c'est-à-dire qu'elle se rend dans les meetings et elle raconte ce qui s'y passe. Aussi bien pour Kamala Harris que pour Donald Trump, et donc on a un point de vue, on a un éclairage, je trouve, tout à fait intéressant sur l'élection américaine. Moi, j'ai 3 sources de documentation sur l'élection américaine, ce que je lis dans la presse de grand chemin, bah oui, il faut quand même le faire, les tweets des milieux pro-Trump et notamment de Musk, et puis sur place, Laurence Haïm. Avec tous ces éléments, on peut se faire une opinion un peu plus juste qu'en se bornant à regarder la 5, par exemple. Mais comme je vous le disais, les journalistes français sont déchaînés, et justement au sujet de la 5, quelques exemples offerts par notre service public payé par nos impôts. C'est Régis Le Sommier qui le souligne, un débat intitulé « Trump, le nouveau visage du fascisme, du grand journalisme ». Et deuxième exemple sur France 5, on a aussi quand Trump atterrit en avion face à la foule, c'était Hitler qui le faisait en 1932, nous dit cet expert. Ces arrivées en avion, avec atterrissage devant la foule. Bon, ça c'est quelque chose Hitler a utilisé en 1932. Le thème, c'était le Führer survole les villes allemandes. Quand on utilise une symbolique, un vocabulaire, une gestuelle, pas faire abstraction de cette histoire-là. Vous aimez les chiens? J'adore ça. Hitler aussi, hein. Attention. Toujours plus loin, toujours plus fort. On a aussi sur France 5 une autre réduction à Hitlerum. Ici, c'est un philosophe qui nous dit Donald Trump, c'est la menace fasciste, Donald Trump et Hitler. Écoutez.
glisse. Vous le comparez Ça à glisse Hitler, complètement. quand même. Alors, sans aucun problème. Ce que j'entends par là, c'est cette façon de susciter la haine, de susciter la volonté de détruire, de se détruire jusqu'à soi-même. Parce que les gens, ils vont aller à l'encontre de leurs propres intérêts. Et ça... Jean-Yves, je me fais quand même une réflexion en qualifiant tout le monde d'être pareil à Hitler. Est-ce qu'on ne normalise pas un peu le nazisme, tant c'est ridicule? Si tout le monde est Hitler, plus personne ne l'est finalement. Ah oui, mais enfin, ça fait quand même 60 ans, 70 ans que le point Godwin sert. Le point Godwin, c'est la référence dans tout débat, on finit par dire c'est Hitler. Ça finit quand même par intimider. Jusqu'ici, ça a tenu, ça a marché. Ça marche peut-être un peu moins, parce que, bon, voilà, ça marche peut-être un peu moins, mais ça continue de marcher. Ça continue de marcher. On a même le journal prétendument de droite, Le Figaro, qui s'y met. Insulte, racisme, crucifie, le meeting de Trump à New York fait polémique. J'aurais vu comment les journalistes... Ce qui est assez drôle quand même, c'est de mettre sur le même plan insulte, racisme et crucifix de la part d'un journal qui est quand même plutôt conservateur, qui est encore lu peut-être à Versailles, je ne sais pas. C'est tout de même assez incroyable. Il pourrait se relire. Hein. C'est dommage. Mais vu comment les journalistes sont déchaînés, est-ce qu'on sent pas quand même poindre une victoire de Trump? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je crois que c'est trop tôt pour en être sûr, hein, parce qu'il y a de grands aléas. Polemiat vient de publier une étude tout à fait nuancée à partir des sondages, avec les limites qu'il peut y avoir sur les sondages, et qui considère qu'aujourd'hui, cette étude, à partir des sondages, hein, c'est pas joué, quoi. Voilà. Donc il va y avoir une nuit sans doute très longue, on va en reparler. En tous les cas, la propagande anti-Trump en France marche bien, comme vous le soulignez justement Jean-Yves sur votre compte X. Si les Français votaient aux États-Unis, ils suivraient massivement les consignes des médias et se prononceraient pour Kamala à 64% et seulement 14 petits % pour Trump. Oui, alors ça c'est assez intéressant parce que y a des sujets sur lesquels les Français peuvent se faire une opinion par eux-mêmes. Par exemple sur l'immigration, par exemple sur les impôts, par exemple sur les obligations réglementaires qu'on leur impose. Peuvent se faire une opinion différente de celle des médias. Sur ce qui se passe aux États-Unis, ils sont ahuris par ce que leur balancent les médias de grand chemin. Subjugués. Et ils le gobent, voilà. C'est quand même assez drôle de penser que même d'après le sondage, la majorité des électeurs Rassemblement National, s'ils votaient aux États-Unis, disent qu'ils voteraient pour Kamala Harris, qui est la candidate wokiste par excellence. C'est fou, quoi. Oui, 14%, alors que le RN fait 30%. C'est quoi? C'est à peine les électeurs d'Éric Zemmour, peut-être, et je sais pas, un quart d'électeurs Rassemblement National. Mais ça serait pas forcément exactement comme ça, mais c'est quand même si ça montre, je trouve ça intéressant parce que ça montre l'efficacité de la propagande. Les gens ont tendance à dire « mais moi, non, je me fais mieux d'opinion par moi-même ». Mais pas du tout. La propagande, c'est efficace, y compris sur nous. Y compris sur nous, quoi, qui avons quelques anticorps. Hein. Bon, voilà. Grâce au manuel de lutte contre la diabolisation. Par exemple. Aussi, ce sont les géants des GAFAM qui envisagent peut-être une victoire de Trump, étant donné qu'ils ont pris soin d'appeler l'ancien président américain, comme le souligne Philippe Fabry. On met l'anti-Trumpisme en veilleuse pour ne pas trop insulter l'avenir. On a Amazon, Apple et Meta notamment. Et c'est un point intéressant à noter. Le monde de la tech était très largement pro-démocrate jusqu'en 2020, mais il y a eu un retournement ces dernières années. Et de même que les journaux traditionnellement pro-Harris, le Washington Post et Los Angeles Times, ont rompu la tradition en renonçant de soutenir Harris contre Trump. Jean-Yves, avec ce changement de paradigme, ça sent un peu le sapin pour Harris, non? Alors, ce qui est assez intéressant là, dans ce que vous indiquez, c'est qu'il y a une petite partie de l'élite américaine, de l'élite de la tech, mais aussi au-delà de cela, qui a pris le parti de Trump, ou qui en tout cas nuance son hostilité à Trump. Et ça, c'est très important, parce que on ne peut vraiment changer les choses dans un pays que quand non seulement on a le soutien populaire, mais qu'on a aussi une partie des élites avec soi. Et donc, si Trump gagne, ce qui n'est pas encore fait, je pense qu'il pourrait agir de manière sans doute plus efficace qu'il n'a pu le faire de 2016 à 2020, ou de 2017 à 2021. Et sur tous les cas, la position de Julien Drey, qui nous dit « Je prends un risque, même si cela ne me plaît pas, je pense que Trump va gagner l'élection américaine ». Jean-Yves, c'est le dernier immédiat avant l'élection. Pouvons-nous faire un peu de spéculation et surtout expliquer à nos spectateurs ce qui va sûrement se passer mardi prochain?
Alors, mardi prochain, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être plutôt mercredi, compte tenu du décalage horaire du point de vue français, la nuit de mardi à mercredi et mercredi. Il y a d'abord, on va avoir une idée du résultat global. Qui a eu le plus de voix sur le plan national? Il faut décrypter ça de deux manières. Ce n'est pas ce qui compte pour être élu, puisque l'élection se fait par les représentants par État. Mais ça peut avoir une certaine importance symbolique. Et si Trump devait être élu, comme il l'a été d'ailleurs en 2016, en étant minoritaire en voix sur l'ensemble du pays, ça manquerait pas d'amener des développements sur la critique du système américain, alors que c'est un système fédéral. C'est ce qui explique ça. Ça, c'est la première observation qu'on peut faire. La deuxième observation qu'on peut faire, c'est que l'élection va se jouer dans les États clés. Il y a 7 États. En gros, il y a 7 États pour lesquels il y a des États sur lesquels on est à peu près sûr que c'est Trump, des États pour lesquels on est à peu près sûr que c'est, ou quasiment sûr que c'est Kamala Harris, et puis il y a 7 États où ça va se jouer. Les swing states. C'est cela, les swing states, c'est ça qu'il va falloir regarder de près. Alors, ce qui peut se passer, si les écarts sont importants, on saura très vite qui est le gagnant et il y aura peu de contestation. Si les écarts sont faibles, on va rentrer évidemment dans les contestations juridiques. Il y a des batteries d'avocats qui sont prêts à intervenir, aussi bien d'ailleurs du côté démocrate que du côté républicain. Et puis, il y aura évidemment des accusations de fraude électorale. Alors, on va dire, en 2020, les accusations de fraude électorale avaient été qualifiées de complotistes. Bon. Sauf qu'aux États-Unis, il n'y a aucun moyen d'avoir une certitude sur la sincérité du scrutin pour, au minimum, 3 raisons. Les machines à voter, qui sont imparfaites, le vote par anticipation et par correspondance, qui fait qu'il y a des dizaines de millions de bulletins qui sont un peu dans la nature, on ne sait pas trop qui sont surveillés. Il y a d'ailleurs quelques bulletins qui ont brûlé dans un État démocrate. Et puis, alors ça c'est absolument, moi j'ai peine à croire ça, on peut voter dans beaucoup d'États, dans un certain nombre d'États aux États-Unis, on ne peut voter que en présentant une carte d'identité avec photo. Système classique qui se pratique à peu près dans tous les pays. Dans d'autres États, on peut voter avec une carte d'identité sans photo. Donc c'est facile de filer la carte d'identité aux copains. Bon. Et dans certains États, curieusement d'ailleurs les États les plus démocrates ou les swing states, on peut voter sans carte d'identité, sans photo. Donc, je pense que vous pouvez vous pointer quelque part, vous pourriez voter aux États-Unis. Bon, là, et donc, évidemment, ça crée le doute sur le résultat. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que qui, par anticipation, dénonce ce système de non-vérification de l'identité des votants, avec la possibilité pour des immigrés clandestins fraîchement régularisés de voter, qui dénonce cela, ce sont les républicains, les partisans de Trump, et qui défend le système, ayant même envoyé des avocats dans certains comtés ou dans certains États pour empêcher qu'il y ait un contrôle de l'identité des électeurs, c'est les démocrates. Donc, en matière de fraude, la suspicion, elle est du côté démocrate. Après avoir vu le réveil des peuples en Angleterre et aux États-Unis, peut-être, place aux pastilles de l'info. Première pastille, voyage de Macron au Maroc qui fait polémique. Regardez les invités au dîner d'État au Maroc offert par le roi Mohamed VI. Jean-Yves, voilà une belle brochette. Qu'en pensez-vous ? C'est fascinant. D'abord, il y a les momies de la Mitterrandie, il y a Attali, il y a Lang,
Il y a, bon, voilà, ça c'est les momies de la Mitterrandie qui reviennent, il y a Darmon, il y a etc. Bon. Et puis, il y a la Macronie, ce qui est bien normal. Alors, il y a Rachida Dati, la nouvelle ralliée, dans un espèce de cafetan rose plus ou moins invraisemblable. Et puis, il y a Bellatar, le voyou, mais on sait que Macron aime les voyous, voilà. Bon, donc ça c'est le deux. Et puis alors, ce qui est assez amusant, il y a le ministre de l'Intérieur, Retailleau, qui se fait très discret avec un petit blouson, parce qu'évidemment, c'est pas son univers. Et puis, il faut bien reconnaître que le sujet central du voyage, malheureusement, ce n'était pas la question des OQTF, des visas de retour, c'était pas ça. On peut d'ailleurs regretter que le gouvernement ait donné au Maroc la satisfaction de reconnaître sa thèse sur le Sahara occidental, et donc de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, sans avoir demandé au préalable de régler une bonne fois pour toutes la question des OQTF, et pas seulement avoir négocié ça contre la construction d'un TGV ou des choses de ce genre, quoi, voilà. Il y a plusieurs éléments qui ont choqué également dans le déplacement présidentiel. C'est d'abord la présence, comme vous l'avez souligné, de Yacine Bellatar. Et alors que le ministre des Armées Lecornu affichait une étonnante proximité avec l'humoriste qui ne fait rire personne à part sa mère, comme le disait Zemmour, le ministre s'est justifié en disant qu'il l'avait confondu avec un technicien, comme le rapporte ici le JDD. Et ce sont également la teneur des propos tenus par Macron lors de son déplacement marocain qui ont choqué. Emmanuel Macron a notamment fait l'apologie de l'invasion arabe au Parlement marocain. Les années Al-Andalus ont fait de l'Espagne et du sud de la France un terreau d'échange avec les cultures. Jean-Yves, qu'en pensez-vous ? C'est une désinformation parfaite. Al-Andalus en Espagne, c'est la domination arabe sur l'Espagne qui a commencé en 711 et qui s'est achevée en 1492 avec la chute de Grenade, la conquête de Grenade par Isabelle la catholique, a été extrêmement dure pour les minorités, les majorités catholiques qui étaient sous domination musulmane et qui avaient un statut de dhimmi. C'est pas du tout le vivre ensemble parfait qu'on nous vend. Je recommande d'ailleurs à ceux qui nous écoutent de lire là-dessus l'excellent petit livre de Philippe Conrad, publié aux éditions de l'Iliade, sur Al-Andalus. Deuxième pastille, des Nord-Coréens et des fraudes à cause des Russes. Pour l'interrogation, nous en parlions déjà la semaine dernière avec Michel Geoffroy. Les Nord-Coréens auraient rejoint l'armée russe. Ce n'est pas en tout cas l'avis de cet expert qui a laissé les journalistes pantois. L'arrivée de ces Nord-Coréens à Koursk, alors que pour le moment, on n'a pas de documentation sérieuse sur le sujet. Dans un deuxième temps, effectivement, si c'était vrai, ça serait plutôt un boulet et ça serait un problème relativement lourd. Les Nord-Coréens sont pas habitués à combattre en compagnie des Russes, sous commandement russe, avec un soutien logistique russe. Donc ça me paraît, enfin pour le moment, les sources qu'on nous cite ne sont pas des sources sérieuses, des sources vérifiées. Jean-Yves, cet intervenant risque de ne pas être réinvité. Je crains qu'il risque de ne pas être réinvité. Il n'a pas bien compris qu'il fallait dire ce qu'on voulait qu'il dise pour être réinvité, mais il parle avec beaucoup de bon sens. En disant, à supposer qu'il y ait des Coréens en Russie, ils vont pas être sur le front parce qu'ils sont inadaptés pour livrer la bataille sur le front. D'ailleurs, comme le serait probablement l'armée française aujourd'hui, il y a un autre général qui dit que ce serait à Zincourt, puisque la guerre a beaucoup évolué en 2 ans, notamment avec les drones, qui est une nouvelle technologie, pour lequel je ne pense pas que les Nord-Coréens soient encore au point, ni d'ailleurs l'armée française, semble-t-il. Autre sujet concernant les Russes, ce sont les élections en Géorgie. LCI qui titre « Élections en Géorgie, un système sophistiqué de fraude à la méthodologie russe ». Et comme le commande ce tweetos, « Nous ne serons pas en mesure de démontrer une ingérence russe, nous dit la présidente, mais ce que la population sait, ressent et voit. Il y avait le sentiment d'insécurité, il y a maintenant le sentiment d'ingérence russe. » Jean-Yves veut un nouveau concept. Oui, il y a le sentiment de fraude aussi. Alors là, c'est bien. Là, en Géorgie, vous pouvez dire les élections n'ont pas été parfaitement régulières en Géorgie. Ça, c'est pas complotiste. Alors honnêtement, je ne sais pas comment fonctionnent réellement les élections en Géorgie. Ça me paraît
quand même un peu mieux organisé qu'aux États-Unis. Troisième pastille, une fête satanique à Toulouse. À Toulouse, un événement a fait polémique en tout cas, car accusé de promouvoir le satanisme. Comme le souligne Gabriel Cluzel sur CNews, ce spectacle n'était pas du tout neutre en tout cas. Écoutez Gabriel Cluzel. Puis le clou des spectacles, c'est donc Lilith, que la métropole de Toulouse nous présente ainsi. C'est une femme scorpion qui contrôle le passage en notre monde et celui des enfers. Missionnée par Hadès, Lilith erre de ville en ville à la recherche d'âmes damnées. Petit détail, il y a une croix inversée sur les boucles d'oreilles de Lilith. Ce n'est pas neutre, évidemment. Et Jean-Yves, satanique ou pas, c'est assurément un spectacle qui était fait pour choquer les catholiques et payé avec de l'argent public. Il est peu probable que ce genre de choses ait été fait contre d'autres communautés. On peut le penser. Alors, moi, satanique ou pas, moi j'ai longtemps pensé, quand on parlait beaucoup de satanisme, qu'il y avait quand même un peu de fantasme. Là, en l'occurrence, je crois que c'est clairement revendiqué. Il y a les cornes de bouc, enfin, qui correspondent à la représentation du diable traditionnel. Il y a le chiffre 666, le chiffre de l'Apocalypse. Vous remarquerez qu'on parle beaucoup d'Apocalypse en ce moment. C'est l'Apocalypse climatique, c'est l'Apocalypse de la guerre, c'est l'Apocalypse de l'épidémie. Donc ça correspond à l'esprit du temps, à la manière de contrôler les populations. Il y a les croix à l'envers aussi. Donc je crois que c'est un spectacle, oui, sataniste, qui est revendiqué comme tel. Oui. Alors, oui. Ils ont prétexté d'un aspect mythologique pour faire ce spectacle. Oui, alors, l'aspect mythologique, il est vrai de deux manières. Il y a d'abord une princesse assyrienne ou babylonienne, je ne sais plus. Lilith. Lilith. Qui ouvre la porte du monde obscur. Voilà, qui ouvre la porte du monde obscur. Et puis, il y a le Minotaure, qui est un personnage de la mythologie grecque, bien sûr. Sauf que dans la mythologie grecque, le héros, ce n'est pas le Minotaure, c'est Thésée qui tue le Minotaure. Et donc là, il y a une subversion. Quatrième pastille, la haine anti-Bolloré. Comme il y a le bon et le mauvais chasseur, il y a la bonne et la mauvaise haine, notamment celle de Arte qui fantasme la mort de Vincent Bolloré. Ouais, t'as vu ce qui vient de tomber là? Bah non. Vincent Bolloré est mort. Mais non. Oh mon Dieu. Bon bah... Breaking news. On bouscule nos programmes sur Arte Radio pour suivre en direct ce qui s'annonce être un véritable cataclysme médiatique puisqu'on vient de l'apprendre à l'instant. Vincent Bolloré est mort. Il avait 72 ans, il était sans doute le patron le plus talentueux de sa génération, mais il était aussi beau gosse et attaché à des valeurs humanistes. Sa disparition est une grande perte pour le pays. Jean-Yves, c'est quand même très violent et encore financé avec nos impôts. Qu'aurait-on dit si ça avait visé quelqu'un de gauche? Alors ça, c'est incroyable parce qu'il y a une chose avec laquelle, je dirais, l'opinion commune ne transige pas, c'est la mort des gens. On évite d'être violent contre quelqu'un qui vient de mourir et on évite d'évoquer de manière quand même très violente la mort de quelqu'un. Pour la gauche, pas de problème, on a franchi ces tabous-là, puisque c'est le camp du bien contre le camp du mal, tout est permis. Regardez également dans le même genre le journaliste de BFM TV Mathieu Croissando qui laisse éclater en direct sa détestation de Jordan Bardella et Vincent Bolloré. Parler de censure, quand on s'apprête à sortir un livre imprimé à plus de 150 000 exemplaires, diffusé et relayé avec l'appui d'un mastodonte des médias, le groupe Bolloré en l'occurrence, qui promet une opération de communication sans précédent, c'est tout simplement se moquer du monde. Jean-Yves, est-ce que c'est la première fois qu'un journaliste de BFM TV s'en prend ainsi directement au groupe Bolloré? Je ne sais pas, mais moi, à titre de réciprocité, je me demande si certains journalistes de CNews ou de C8 ne pourraient pas évoquer le poids de M. Saadé, l'armateur libanais Saadé proche du Hezbollah, sur leur chaîne, pourquoi pas. On arrive déjà au terme de ce numéro 512 d'Immédiat. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube de TV Liberté et à l'infolettre disponible sur tvl.fr. On ne se quitte pas sans le portrait piquant du jour, consacré à Caroline Fourest. Caroline Fourest est née en 1975 à Aix-en-Provence. C'est durant son adolescence qu'elle découvre son homosexualité. Elle vit aujourd'hui en couple avec l'essayiste Flametta Weiner.
Caroline Forrest est diplômée de l'école des hautes études en sciences sociales et titulaire d'un DESS en sciences politiques. Parcours militant, professionnel et orientation sexuelle sont intimement liés pour Caroline, qui reconnaît dans son autobiographie qu'elle n'aime jamais militer qu'en écrivant. Elle débute dans le journalisme en 1994 par un stage à France 3. Après un passage dans un magazine étudiant, elle rencontre Fiammetta Wener. Elle décide alors de proposer ensemble des enquêtes sur leur marotte, l'extrême droite catholique, à l'événement du jeudi, puis au magazine de gauche Goliath. Elle signe des enquêtes sur les collectifs anti-Pax dans le magazine gay et lesbien Têtu et préside quelques mois le centre gay et lesbien. Elle publie en 2003 Tir croisé, la laïcité à l'épreuve des intégrismes juifs, chrétiens et musulmans, où elle tente de montrer les convergences sexistes et homophobes de toutes les religions révélées. Comme elle le dit plaisamment en novembre 2009, je cite, « Les minarets ne posent pas d'autres problèmes que les clochers ». Ensuite, on la retrouve un peu partout. Au Monde en 2007, à Charlie Hebdo, qu'elle quittera rapidement, à France Culture, à France Inter, enfin à Marianne, où la rédaction demande son départ. Elle quitte Marianne en 2022 pour se consacrer au magazine macroniste Bontin, Franc-Tireur. Après un ouvrage sur Marine Le Pen, elle est condamnée pour diffamation en octobre 2012. Caroline Forrest a été lauréate en 2010 du prix de la LICRA. Elle est intervenante régulière de ses journées d'été ou de ses salons du livre. Terminons avec un jugement de Pascal Boniface sur Caroline Forrest. Je cite, « Selon moi, Caroline Forrest est au débat intellectuel ce qu'est Marion Jones à l'athlétisme. L'apparence est parfaite, les performances exceptionnelles. Mais heureusement pour Caroline Forrest que les dépistages des faussaires est moins bien organisé que les contrôles antidopage. Il est vrai que Caroline a parfois tendance à enjoliver la réalité, voire à inventer quand c'est nécessaire. Elle est protégée par son statut d'icône homosexuelle. Comme elle le dit elle-même, je cite, « Avec le Pax, j'ai milité avec des gays et il m'arrive de me dire, tiens, il est mignon. Un hétéro, ce n'est pas possible à cause de ce qu'il a dans la tête. Amis hétéros, bonsoir quand même. »